J'ai entendu parler de la Nouvelle-Calédonie par un oncle. Un oncle qui s'est décidé de venir travailler ici. La Calédonie était en voie de développement. Il y avait du boulot. Il manquait des gens pour travailler. Et donc, voilà la raison pour laquelle je suis venu en Calédonie, quoi. Bon, on entendait parler de la Calédonie. C'était le pays où on disait qu'il y avait le nickel, c'était le 5-5. Donc moi, quand j'entendais parler de nickel, je croyais que c'était les pièces, qu'on trouvait directement les pièces de nickel, la monnaie, quoi. Alors finalement, bon, c'est quand je suis arrivé que j'ai vu que c'était de la terre. À l'époque, les Antilles, à part l'agriculture, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de travail pour tout le monde. Bon, les gens ils se débrouillaient avec les moyens du bord, comme on dit. J'ai pu économiser pour obtenir l'argent du voyage et puis je suis venu m'installer ici. Je suis arrivé ici à 48, j'étais militaire. Je n'ai pas fait beaucoup d'école. Et quand j'avais 19 ans, j'ai dit ah non, non, je ne peux pas vivre comme ça. Alors, c'est comme ça, j'ai dit bon, ben, je vais m'engager dans l'armée. J'avais tout juste 18 ans. Je suis engagé dans l'armée et à ce moment-là, ils demandaient 30 gars pour la Nouvelle-Calédonie. 2-3 semaines avant mon départ, ils me convoquent. Ce soit la Nouvelle-Calédonie ou la Guyane. Et comme j'avais mon oncle qui voyageait, qui travaillait sur le bateau, il a dit à la Guyane, il y a de la maladie, tout, il y a tout. J'ai dit ah non, non, la Calédonie. Mais je ne sais pas, la Calédonie se trouve où. Je suis parti comme ça à l'aventure. J'ai demandé 24 heures pour aller me renseigner. Où que ça se trouve, la Calédonie, je ne connais pas. Alors, j'ai été à la bibliothèque Chercher de Fort-de-France. J'ai appris que les Kanaks, soi-disant, ils sont bouffés entre eux, c'était de la connerie. J'ai regardé ma peau et j'ai regardé les photos. Il dit, jamais ils vont me bouffer, je veux en Calédonie. Mon père est parti en 1956 de la Martinique. Il a d'abord travaillé dans les mines. Après, il s'est remis dans le taxi et il a fini dans le transport en commun. C'est comme toutes ces îles, hein, les gens s'expatrient hein, parce qu'ils sont à la recherche, je dirais pas vraiment de la fortune, mais ils sont à la recherche de moyens financiers qui pourraient leur permettre un jour de revenir dans leur pays et vivre convenablement ou mieux. L'envie, c'était faire 3 ans en Calédonie et puis retourner aux Antilles. Mais comme la Calédonie m'a accepté, et donc ça a changé, et puis jusqu'ici, je suis là. Bonsoir à tous. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la vie dans les Antilles françaises n'est pas un long fleuve tranquille. Chômage, sous-emploi, tensions politiques et sociales, explosion de la croissance démographique vont conduire le gouvernement français à prendre des mesures pour encourager l'émigration des Martiniquais et des Guadeloupéens vers la métropole. Mais certains d'entre eux préféreront venir s'installer chez nous. C'est donc l'histoire de cette communauté antillaise de Nouvelle-Calédonie que je vais vous raconter tout de suite dans votre magazine Sur les traces du passé. Alors, le jour du départ, c'était à Fort-de-France. On a été 30 copains qui étaient volontaires pour venir en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, à l'époque, c'était le bateau qui était moins cher et puis populaire. Je suis arrivé par bateau, le bateau tahitien. Le voyage durait 1 mois en bateau avec le Calédonien ou le Tahitien. Pour venir ici en Calédonie, il fallait prendre un bateau qui partait de Marseille, passer à Fort-de-France, et puis ensuite passer par le canal de Panama. Après Panama, on est parti sur Tahiti. Entre Tahiti et Panama, ça fait une sacrée distance. On a passé 2 semaines à Tahiti. On a débarqué, on a été promené, on a marché dans tout Tahiti. J'ai connu Tahiti comme ça. Et puis il y avait des filles à l'écart. Tu ne pouvais pas sortir sous le bateau. Dès que tu prenais la coupée pour descendre, tu es envahi par les filles. Puis arrivé à Tahiti, j'ai connu des fruits à pain, même tout ce qu'il y a à la Martinique, comme légumes, on l'a trouvé à Tahiti. Après quelques jours, il fallait repartir pour les Hébrides. Quand on est passé aux Hébrides, on ne voyait personne.
Voilà le commandant qui dit, mais il ne faut pas trop vous éloigner du bateau, parce que ici, les gens sont cannibales ici. J'ai dit, quoi? Il a dit, mais il ne faut pas sortir. On voyait les gens comme ça au loin, comme ça. Puis il fait bonjour, il fait bonjour. Dans la baie aux Hébrides, on s'est déshabillé et tout le monde à l'eau. Le commandant de bord nous appelle que remontez, remontez. Des requins. Chez nous, les requins ne nous bouffent pas. Puisqu'on mange des requins là-bas, il n'y avait pas de temps. J'ai regardé ça du haut du bateau, le commandant de bord nous faisait voir. C'est de là que j'ai dit, il faut faire attention aux requins. Il dit, on m'a dit en Calédonie, c'est pareil, il faut faire attention. Je resté comme une semaine là, et puis après, allez, Calédonie. Et quand je suis arrivé à Calédonie, il n'y a personne sur le quai. Personne. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben voilà. Le type me dit, ah, tu vois ce que je t'avais dit? Voilà Calédonie, comment c'était la Calédonie. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas des gens, il y a des gens là. Mais ils sont tous chez eux, mais fermés. Ils sont comme ça, et puis ils ont des persiennes là qui vont. Eux, ils te voient, mais toi, tu ne les vois pas. J'arrive en Calédonie en 1947. Je débarque, on nous emmène, on dit artilleur, on nous emmène à Rontoro. Rontoro, c'est là qu'il faut faire le service militaire. Et comme j'étais coiffeur un peu, le bataillon m'a pris comme coiffeur. Et je suis resté au Rontoro durant 3 ans. Mais quand je suis arrivé ici en 48, on était peut-être une dizaine, militaires, hein. Militaires, les engagés. On sortait comme ça en groupe, parce qu'on ne connaissait pas la Calédonie. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc ils se connaissaient, c'était un petit groupe où tout le monde se connaissait. Et puis après, ça y est, ça a parlé des Martiniquais. Ils sont en métropole, ils laissent la métropole pour venir en Calédonie. À l'époque, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de... C'est plutôt les adultes, il y avait très peu de jeunes de mon âge. Hein. Je n'en avais pas beaucoup. Mais c'était surtout des hommes parce qu'ils étaient venus travailler. Et après, une fois installés, à ce moment, ils faisaient venir leur famille. Je suis venu tout seul. Et mon arrivée était facile parce que la famille, plus précisément mon cousin qui savait que j'arrivais, il est venu me rencontrer. Et voilà, il m'a accueilli chez lui. Il habitait chez Ferrand, là, à la garçonnière, parce que c'était un endroit qui était réservé pour les célibataires. La majorité des locataires, c'était les Antillais. Il y a très peu qui portaient avec en famille. Mais ils allaient explorer déjà le site. Ils travaillent, après ils font venir leur famille. En 1950, je me suis fait démobiliser pour rester en Calédonie définitivement. Venus avec l'idée de ne rester que quelques années, le temps de gagner un peu d'argent, certains Antillais vont cependant choisir de rester en Nouvelle-Calédonie et de travailler dans les mines. J'ai engagé pour 5 ans, j'ai fait 3 ans. Après les 3 ans, le nickel est venu dire s'il n'y a pas des gens qui veulent rester, comme ça il va faire un marché pour eux, un contrat pour eux, pour pouvoir démobiliser ici. Alors, ils m'ont dit clairvoyant, j'ai dit je vais rester. En 1950, j'ai trouvé du boulot à la Thiebagui. Et c'est de là que ça a commencé. J'ai pris le goût des mines que je ne connaissais pas du tout. Je suis venu, on m'a dit qu'on vous cherchez un soudeur. Ah oui, on cherche des soudeurs. Alors. Il m'a dit, bon, vous avez déjà travaillé au nickel? J'ai dit non. J'ai dit non, je n'ai pas travaillé au nickel. Bon, il m'a dit, bon d'accord, on va vous embaucher. Mais j'étais classé au P1. Alors, il m'a dit, mais je vous embauche, mais au S2. Et c'est comme ça. J'ai resté travailler, j'ai resté 26 ans au nickel. Et puis ça y est. Je suis entré à l'usine de Doniambo. Comme j'étais mécanicien industriel à mon employé, j'étais comme manœuvre de force. Bon, je ne me suis pas découragé. Bon, vu la situation, j'ai déjà dépensé tant d'argent pour venir en Calédonie. J'y reste. Je travaillais sur les mines à Thio, dans la mine Bornée, le plateau. Bon, on en trouvait un peu à la SLN aussi, comme employé à la SLN, dans la partie très manuelle, quoi. Hein. Et à Bornée, il y en avait qui avaient un campement à Bornée,
où les gens travaillaient sur la mine Bornée, qui est un peu avant Thio. C'est de là que partait un téléphérique pour arriver à Thio Mission. Et il y en avait aussi à la mine Guépi, du côté de Naketi. Comme c'était des gens travailleurs, donc ils achetaient leurs propres camions. Mon père a travaillé dans les mines. Au début, il avait un premier camion. Alors pour nous, c'était un petit peu la galère parce que chaque vacances, il fallait qu'on l'accompagne et qu'on travaille avec lui pour être dans le camion, puisqu'il faisait nuit, il travaillait la nuit, il travaillait le jour. Et donc, il avait besoin toujours qu'il y ait quelqu'un, d'autant plus qu'on le voyait très peu parce qu'il partait en début de semaine et il revenait régulièrement en fin de semaine et même parfois pendant plusieurs semaines, on ne le voyait pas. En semaine, ils étaient là dans des petites baraques, des baraquements, et puis ils redescendaient le week-end rejoindre leur famille. Hein. Le nickel, on est enfermé et puis il y a l'obligation des heures. Il y a eu quart de nuit, quart du matin, quart l'après-midi. On ne mange pas avec la famille les heures qu'il faut. J'ai dormi une nuit ou deux avec certains et j'ai vu le travail que ça demandait. Parce que parfois, à 10h du soir, ils étaient en train de réparer des ressorts. Surtout quand il y avait un bateau au large à chercher, donc il fallait rouler. Et il y avait de la casse souvent. Et c'était un travail très, très, très dur. Hein. Alors les conditions étaient très difficiles hein, parce que c'est roulage. Et je ne pourrais pas vous dire exactement, mais il me semble qu'ils étaient payés au chargement, c'est-à-dire que le nombre de voyages qu'ils pouvaient faire avec leur benne de camion. Et donc plus ils en faisaient, et plus ils gagnaient de l'argent. Et donc effectivement, beaucoup ne dormaient pas ou très peu parce qu'ils voulaient faire un maximum de voyages dans la journée. Il fallait charger un bateau, donc plus vite on le fait, plus vite le suivant pouvait arriver et ainsi de suite. Et donc je me souviens qu'ils dormaient très peu, ils se levaient la nuit. Puis, ils entretenaient, donc la journée passée, il y avait l'entretien, donc le soir, ils se couchaient sous le camion, sous le car. Donc, c'était des auto-entrepreneurs de l'époque. Pour travailler sur une mine à 120 mètres, parfois 80 mètres de profondeur au-dessous du niveau de la mer, eh bien, on se débrouillait, quoi. Mais seulement, il n'y avait pas de sécurité, les pieds dans l'eau, des claquettes. Conduire un camion avec les difficultés, la dangerosité qu'il avait, et puis la pénibilité sur la manœuvre débrayage, embrayage. Bon, vous avez vu les camions de l'époque, hein, c'était pas... À l'époque, c'est pas comme maintenant. Bon, maintenant, ils ont apporté l'amélioration à l'usine. Bon, c'était dur. Quand on sortait du nickel, l'eau qui coulait à la douche, c'est des chocolats. Le nez, tout ça, c'était rouge. Quelques années plus tard, il avait eu suffisamment d'argent pour s'acheter un camion Berlier. Les Berlier, à l'époque, c'était des camions qui étaient beaucoup plus énormes et beaucoup plus modernes. Et c'est vrai que c'était un plaisir d'être dedans parce qu'on dominait tout. Alors là, il travaillait encore beaucoup plus. Hein, donc, comme il faisait son entretien lui-même, quand il revenait sur Nouméa, on devait l'aider. Donc réparer les pneus. Donc vous avez vu les pneus de camion comment c'était. Hein, donc quand il fallait les démonter avec des minutes et tout, nous avons vécu tout ça. Quand il fallait graisser le camion, être en dessous avec les graisseurs et tout. Et puis aussi laver le camion de temps en temps. Alors laver le camion, c'était vraiment, parce que vu la hauteur et tout, c'était quand même toujours une gymnastique pour le nettoyer. Et donc nous avons connu un petit peu ce travail de mine qui, j'avoue, était bien pénible. Mais ce qui était surtout, c'est que c'était dangereux parce que je me souviens des mines de Thio, des mines de Tantouta, où les routes c'était des cols, c'était des routes de montagne très petites. Et quand il pleuvait, ça glissait, et les camions se croisaient, et on avait toujours très peur parce que nous, on n'était pas habitués. Hein. Comme j'étais sportif, je ne pouvais pas continuer sur la montagne là-bas. C'est de là, un jour, j'ai été à Mine Chagrin, qui était pas loin, puis on m'a embauché. Et de là, en 1954, la mine a été vendue pour le nickel, et on nous a tous pris, on nous a amenés à Nouméa. J'ai continué à l'usine à Nouméa. Et à Célène, j'étais délégué du personnel. Bon, j'ai fait un peu de syndicalisme parce qu'il y avait du laisser-aller. J'ai fait délégué de sécurité aussi. Et pour avoir la sécurité au travail, pour pouvoir discuter des lois du travail,
Et nos revendications, nos salaires, on était mal payés, on travaillait au quart. On n'avait pas des repos comme il fallait, les allocations familiales, tout ça, là, on n'avait rien, c'était difficile avant. Donc il fallait revendiquer tout ça. Je suis sorti d'un pays qui avait des descendants d'esclaves, donc on ne se laissait pas faire. Ils ont gagné cet argent pas facilement. Hein. Ils ont mérité leur salaire, ils ont mérité, parce que c'était un peu le salaire de la peur si on veut, parce que vraiment, à certains moments, c'était, comment je dirais, difficile. C'est vrai qu'après, quand il avait terminé ce métier, et les années passées, il souffrait beaucoup des jambes, des genoux et du dos. Donc il disait, quelques années après, il disait toujours « oui, c'est parce que j'ai travaillé, voilà ». Mais sur le moment, les années où il y était, il ne se plaignait pas vraiment. En tout, ça m'a fait, entre l'armée et tout, ça me fait 38 ans. J'avais une jolie paye. Oui, j'étais au P3 chef d'équipe, ça faisait une belle paye, quoi. Ah oui, ça il fallait. Il y a eu un moment, je suis tombé sur un collègue antillais qui était dans la centrale thermique. Alors ce collègue me dit, mais ils embauchent chez nous là. Et donc la situation a changé, de manœuvre de force, je suis entré au S2. Et donc ma vie a changé, puisque la centrale, c'est notre atmosphère. C'est les machines qui tournent, c'est des appareils et tout ça. Et puis j'étais dans une équipe qui était très soudée. Alors, ils m'ont fait comprendre, ici il y a des promotions, mais il faut travailler. Il faut connaître la centrale, tout pour changer de... Alors je me suis mis au travail à apprendre la centrale partout. Toutes les tuyauteries, tous les appareils et tout. Et puis, c'est passé au PE. 8 mois après, au P2. Au P2. Alors, ça m'a encouragé, j'étais content. Et alors, un an après, au P3. Et puis alors, je me suis décidé à laisser la centrale. Comme je vous dis, c'est le quart de nuit, quart du matin, quart l'après-midi. Enfin, j'étais bien, puisqu'au P3. Alors j'ai trouvé la possibilité d'acheter le bus. Hein, et là, j'ai démissionné de la centrale pour faire le transport en commun. Après des années laborieuses et difficiles dans les mines de nickel, certains sentiers se sont reconvertis dans d'autres secteurs, et notamment dans les transports en commun. Je suis entré dans le transport en commun par l'intermédiaire de mon cousin. Un jour, j'étais là, à la maison, il est venu me voir, et puis il me dit que... Il me parle du transport en commun, on fait son travail, etc. Il me dit, voilà-t-il pas, il y a un gars qui vend son transport. Bon, est-ce que ça t'intéresse? Si tu as de l'argent, ben... Elle m'a dit, ben oui, ça m'intéresse. Et puis, je me suis débrouillé à trouver de l'argent, à coller avec ceux que j'avais. Et j'ai fait vite pour acheter ce transport. Et c'est là que je suis resté dans le transport pas mal de temps, enfin jusqu'ici. Quand je suis arrivé ici, les premiers mecs qui devaient conduire le car, c'était moi. Il n'avait pas de car ici, il n'avait pas ça. Et c'était un mec qui avait 2 chevaux, et puis j'étais valet du tir. Et puis il m'a dit, mais avec les voyants, c'est bon quand tu prends la voiture, là, quand tu ne travailles pas, tu fais le transport avec, parce qu'il n'y avait pas le transport ici. Avant, il n'y avait pas de cars, tout ça, c'est les Antillais qui ont créé les baby cars et tout ça. C'est nous, on a apporté, on a donné un sacré coup de main. Et maintenant, on voit des cars, transport en commun, tout ça. Mais c'est grâce à nous, on s'était jetés là-dedans. Même pour apprendre à conduire, c'est les Antillais qui ont commencé avec auto-école. Et c'est comme ça, ils ont mis des auto-écoles partout. Il y a des Martiniquais qui faisaient l'auto-école tout. J'ai entendu parler que c'est eux, les anciens, les premiers, qui ont démarré le transport en commun. Ouais.
avec des voitures, transport et traction avant. Et quand je suis arrivé, c'était les bus qu'on appelait baby-cars, les petits Renault. C'est ça, la place était garnie avec ce genre de transport. Les baby-cars, c'est les mêmes que j'ai quittés en Martinique. C'était le même petit car Renault qui existait en Martinique, qui assurait le transport en commun. Donc quand je suis arrivé ici, je n'étais pas dépaysé, je les ai retrouvés. Donc chaque entier, avait son entreprise. Donc c'était écrit entreprise, il y avait le nom du propriétaire, et parfois il y avait un peu comme on trouvait sur les bateaux en Martinique, un petit mot pour ouvrir la joie de vivre par exemple, ou quelque chose comme ça. J'ai plutôt conduit dans l'agglomération. Quand j'ai débuté, c'était Nouméa, Place Barreau, qui était station, Baie des Citrons, Anse-Vata, aller-retour. Bon, après, ils ont changé le circuit, il y avait des têtes de ligne, après, ça a changé, et voilà. La mairie supervisait, si on veut, mais les gens étaient libres de choisir leur voie, leur ligne. Ils venaient, bon, le matin, ils voyaient qu'il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas beaucoup de cars sur une ligne, ils s'y mettaient. Et puis, c'était des pancartes qu'ils mettaient en haut du car pour indiquer quelle ligne ils faisaient. Et parfois, ils prenaient une ligne pour aller vers, je ne sais pas, Vallée des Colons. Bon, normalement, la journée, ils ne devaient pas faire Vallée des Colons, mais entre-temps, quand ils revenaient sous la place des Cocotiers, parce que c'est là que se retrouvaient tous les cars, donc, si par exemple il arrivait qu'il voyait qu'il y avait une ligne, il n'y avait pas de car, donc à ce moment, hop, il changeait la ligne, il se mettait sous la ligne, par exemple Montravel, il se mettait là parce qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient le car pour Montravel. Donc il n'y avait pas un règlement strict à l'époque. Mais par contre, à l'extérieur, j'ai conduit un peu Nouméa Wailou en remplaçant, et puis les spéciaux que j'ai eu l'occasion de faire un peu partout. Le transport était assuré pas en ville, mais aussi en brousse. On avait ces petits baby-cars qui faisaient le transport interurbain, qui allait en brousse, donc qui passait à côte est, côte ouest. J'ai fait Yengen, j'ai fait Bouaille, Yaté. Voilà, c'est des voyages, c'est des groupes, des gens qui demandent un transport. On organise un prix, et voilà, selon le prix, la personne est d'accord, ça y est, ça s'enchaîne, ça part. Lorsqu'il y avait les colonies de vacances, la FOL donc, faisait appel à tous ces petits cars pour monter à Pointe-des-Mie. C'était à Pointe-des-Mie qu'il y avait la colonie de vacances, j'en ai fait plusieurs là. Et à ce moment, on allait jusqu'en brousse, même les cars de brousse, d'ailleurs, c'était des baby-cars. On allait jusqu'en brousse, on allait à Pointe-des-Mie, et là, on prenait le bac. Le premier bac, c'était celui de la Tchamba. Et là, on en mettait 5 sous le bac. Et ce bac était tiré à bras. Hein. Bon, les gens aidaient il n'y avait pas de moteur à l'époque. Et parfois, on tirait, et il fallait peut-être un quart d'heure, une demi-heure pour traverser la Tchamba. Donc, ces petits baby-cars, ils ont sillonné la ville et le pays. Eh bien, dans la période où j'ai fait Nouméa Wailou, c'était la piste. C'était la piste. Quand on sort de Nouméa pour arriver à Wailou, eh bien, moi qui suis antillais, eh bien, j'ai les cheveux comme un Européen. Autour, c'est pareil. Et quand on croisait les voitures, les engins, eh bien, une bouffée de poussière. On est tellement habitué, c'est comme ça, personne ne se plaignait, quoi. Bon, ce qu'il y avait souvent, c'était les les projectiles de cailloux sur les pare-brises. Il y en avait beaucoup. Parmi ces chauffeurs de car, il y en avait un qui était assez typique, qu'on appelait d'ailleurs papa martiniquais, il y avait toujours une casquette blanche, une sang blanche sur la tête, et qui, quand les gens montaient dans le car, il avait une fameuse phrase qui disait « Allez, ça a marché, ça a roulé, la vie est belle ». Et c'est de là que les Calédoniens ont pris
cette phrase et nous on appelait souvent les Antillais les sacs à rouler. C'était plus agréable que le nickel, parce que le transport en commun, on est parmi le public, tout le monde, c'est agréable, on voit des choses. Entre les chauffeurs, plus précisément nos Antillais, bon, c'est les demoiselles qui passent et les femmes, bon, mais tout ça, il y a toujours une plaisanterie, il y a toujours un petit... C'est de l'humour. Et ça fait passer le temps, et puis c'était l'époque, tout le monde est content, et voilà. Voilà, ce premier épisode de notre magazine consacré aux Antillais est maintenant terminé. Suite dans notre prochain rendez-vous. Merci de votre fidélité et bonsoir à tous.